Bonjour Dimitri. Bonjour Catherine. On parle de Paris ce matin. Tiens, l'ambassadeur du Canada en France, Stéphane Dion, qui va quitter ses fonctions en janvier prochain. Il y a des noms qui circulent. On a vu Mélanie Joly hier, mais ça a été démenti. Et là, vous avez entendu parler d'un autre nom. Oui, c'est exact. C'est un ancien vice-premier ministre du Canada, un ancien ministre de l'Environnement du Canada, ancien candidat à la chefferie du Parti progressiste conservateur du Canada, aussi candidat au Parti conservateur du Canada il y a 3 ans. Et si je ne me trompe pas, ancien premier ministre du Québec. Jean Charest, et son nom, c'est Jean Charest. Donc, juste pour vous faire un peu l'historique, Mark Carney a déjà offert à M. Charest de se joindre à son équipe ministérielle. M. Charest a refusé. Mark Carney a aussi offert à M. Charest de devenir l'ambassadeur du Canada à Washington. M. Charest a refusé. Puis on voit M. Charest depuis quelque temps. Il est très actif. Il fait partie du Conseil canado-américain. Il fait aussi partie du Conseil aviseur au premier ministre sur le litige commercial avec les États-Unis. On le voit beaucoup dans les médias. La semaine passée, il était à Abu Dhabi avec Mark Carney. Et donc, M. Carney aurait demandé à M. Charest s'il serait intéressé à représenter le Canada à Paris. On va voir si cette fois-ci, il va dire oui. Mais une chose est claire, Mark Carney certainement apprécie l'ancien premier ministre du Québec. Et c'est quand même inusité parce que M. Charest s'est présenté contre Pierre Poilievre. Il n'a pas gagné cette course. Mais M. Carney semble avoir fait beaucoup plus pour se rapprocher de M. Charest que M. Poilievre a fait pour se rapprocher de M. Charest. Et pourquoi Paris? Je vous dirais que, bien sûr, les postes les plus stratégiques. Donc, quand un premier ministre regarde à nommer ses ambassadeurs, il y a Washington, Londres et Paris. C'est les 3 postes les plus stratégiques, les plus importants pour l'Alliance Canada, que ce soit le Canada avec les États-Unis, mais aussi le pont à l'Europe, pour des raisons historiques aussi, passe par la Grande-Bretagne et la France. Est-ce que... Donc là, vous dites que, selon vos contacts, il lui aurait demandé, mais on ne sait pas si Jean Charest est intéressé. Je n'ai aucun doute que M. Charest va devoir aussi consulter sa famille. Et bien sûr, je pense que son épouse aura le dernier mot à dire en ce qui concerne un retour en politique active, selon ce que je comprends. Elle lui a dit « Tu vas devoir amener une autre épouse avec toi si tu veux retourner à Ottawa pour faire de la politique active. » Donc, c'est toujours une discussion familiale. Bon, on va surveiller ça. Bien sûr, Dimitri, vous allez continuer à consulter vos contacts. Maintenant, on va aller à Québec. On va, en fait, retourner à cette commission parlementaire sur le projet de réforme des syndicats. Ça a commencé hier et ça a brassé pas mal. Écoutons un extrait. Mais écoutez, il est très mauvais comédien ou vraiment, en anglais, ils disent c'est un slow learner parce que ça fait 7 ans qu'il est là. Alors, Juste, Mme Picard, juste un instant. Mme Picard, je vous demande honnêtement de faire vos interventions avec respect. Donc, c'est Magali Picard. Elle est présidente de la FTQ. D'ailleurs, en arrivant, elle n'a pas accepté de serrer la main au ministre Jean Boulet. Puis ça, c'était en commission. Ensuite, le courant passe pas, là. Oui, le courant passe pas, mais il y a aussi un autre discours que Mme Picard a livré, si nous avons l'extrait, où elle dit essentiellement que la FTQ va parler au PLQ, la FTQ va parler au PQ, même à QS, mais dit la FTQ, les conservateurs, puis elle se moque des conservateurs du Québec. Elle se moque de la CAQ en disant ils sont finis, ils sont morts. Mais là, même si on regarde les intentions de vote, un Québécois sur 3, donc 1/3 de la population québécoise, selon les intentions de vote actuelles, vote soit pour la CAQ, soit pour le Parti conservateur du Québec. C'était comme si Mme Picard a déjà décidé quel sera le résultat de la prochaine élection provinciale. Vous savez, il y a 2 règles fondamentales en démocratie et en politique. La première,
c'est qu'une semaine en politique, c'est une éternité. Et la deuxième règle d'or, c'est que les élections comptent. Donc, je vous donne un scénario. Un scénario où le Parti québécois gagne la prochaine élection provinciale, mais devient un gouvernement minoritaire, et le Parti conservateur du Québec détient la balance du pouvoir. Donc, cette approche de mépriser, cette approche d'ignorer les conservateurs et la CAQ, et le gouvernement actuel, ça écarte aussi du revers de la main un tiers des Québécois. À la fin de l'exercice, elle est censée représenter les travailleurs. Ce n'est pas juste un détail sociologique. C'est pas une poignée de grognons. Ça me rappelle Hillary Clinton pendant sa première campagne contre Donald Trump, où elle a qualifié une certaine partie des appuis à Donald Trump comme des gens qui étaient déplorables. Donc, en tant que président de la FTQ, que ce soit ses travailleurs, familles, entrepreneurs, retraités, je dirais que l'obligation principale, c'est de se rapprocher de tous les partis politiques, de faire valoir les points de la FTQ, à tort ou à raison, avec tous les partis politiques. Parce qu'à la fin de l'exercice, les membres de la FTQ, ça, c'est du monde qui se lève tôt. Ça, c'est du monde qui paye ses cotisations. Donc, d'insulter un Québécois sur 3 et de mépriser une partie de ses membres, fort probablement, sont soit des caquistes ou des conservateurs du Québec. Donc, cette approche terre brûlée, je ne pense pas, à la fin de l'exercice, fait en sorte que les intérêts de la FTQ sont protégés, mais aussi gare à qui veut essayer de dire voici le résultat de la prochaine élection. Et si la CAQ gagne la prochaine élection? On va laisser ça en suspens, mais on va s'en reparler assurément. Merci, Dimitri. Salut, bonne journée. À demain.